comment un drone naval ukrainien, qui coûte à peine le prix d'une voiture de tourisme, se retrouve-t-il à chasser un pétrolier russe au large des côtes libyennes? Et le tout sous un ciel littéralement rouge sang en plus. C'est ça, c'est une image qui semble tout droit sortie d'un roman d'anticipation, et pourtant, c'est la réalité stratégique à laquelle nous sommes confrontés ce matin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Bonjour. Nous sommes le vendredi 10 avril 2026. C'est un devoir d'apporter au public une perspective claire, posée et, disons, rigoureusement factuelle sur les événements complexes qui façonnent notre monde. Absolument. Et sans générer de peurs inutiles, bien sûr. Exactement. Aujourd'hui, notre analyse approfondie se concentre sur une région d'une importance capitale, la zone Europe-Méditerranée. Mais avant de plonger dans cette mer de complexité, il convient de mentionner que ce bulletin est sponsorisé par ProWave AI Tout à fait. et il est généré par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Et pour donner une idée précise à ceux qui nous écoutent de la mécanique derrière ce bulletin, eh bien, Stylo News représente la déclinaison grand public d'une architecture technologique bien plus vaste. Celle qu'on appelle Stylo Intelops, c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est en fait une infrastructure logicielle couramment déployée par les gouvernements, les forces armées et les conglomérats multinationaux pour anticiper les crises. Donc ça veut dire que le public a un accès direct à ça? Oui, concrètement, cela donne au public un accès exclusif à un outil d'intelligence globale conçu spécifiquement pour les décideurs internationaux. La plateforme traite de manière simultanée plus de 250 sources d'informations brutes, Ah oui, c'est massif. dans plus de 20 langues différentes, oui, et tout ça en appliquant un filtrage géospatial d'une précision chirurgicale. Voilà. Et c'est cette capacité de synthèse qui nous permet aujourd'hui de présenter le dossier officiel intitulé «Le flanc sud de l'OTAN, migration, menaces maritimes et instabilité en Libye». Un programme très chargé, en effet. Oui, la mission de notre immersion aujourd'hui, c'est vraiment de disséquer les tendances majeures observées au cours des 14 derniers jours. Nous allons examiner la fracture persistante de la Libye, l'émergence de nouvelles tactiques de guerre navale asymétriques. Sans oublier les dynamiques météorologiques extrêmes récentes et bien sûr la crise migratoire. Tout à fait. L'objectif n'est pas simplement de lister des faits pour notre auditoire, mais d'exposer les raisonnements des décideurs clés et de dessiner les trajectoires futures. Et pour cela, je crois qu'il faut commencer par l'épicentre, n'est-ce pas? La Libye. Absolument. D'ailleurs, si je devais utiliser une analogie pour la Libye d'aujourd'hui, je dirais que c'est un grand bâtiment dont la façade vient d'être fraîchement repeinte. C'est une très bonne image. Mais quand on inspecte les fondations, eh bien on s'aperçoit qu'elles sont complètement rongées par les termites. Oui, cette métaphore illustre parfaitement la dichotomie libyenne actuelle. D'un côté, on a cette façade repeinte. En fait, ce sont les statistiques macroéconomiques. La Libye connaît une reprise vraiment spectaculaire de sa production pétrolière. Oui, on lit que des acteurs occidentaux majeurs sont très impliqués. Exactement. Des entreprises comme Eni, BP et Total Energies déploient des investissements massifs. Leur objectif est clair. Ils veulent atteindre une production de 2 millions de barils par jour d'ici 2028. D'accord, mais attendez, il y a une contradiction flagrante ici. Laquelle? Eh bien, comment des multinationales comme BP ou Eni peuvent-elles investir des milliards et planifier une telle production alors que le pays est de facto scindé en deux? C'est la grande question, oui. Parce que, rappelons-le pour ceux qui nous écoutent, à l'ouest, à Tripoli, on a le gouvernement d'union nationale, le GNU. Tout à fait. Et à l'est, ainsi que vers le sud, c'est l'armée nationale libyenne, la LNA, basée à Benghazi, qui dicte ses propres règles. Le terrain est contrôlé par une myriade de milices. Comment l'économie peut-elle fonctionner dans ce chaos institutionnel? En fait, la mécanique sous-jacente repose sur un système complexe de clientélisme et de protection. C'est-à-dire? Eh bien, les multinationales ne traitent pas seulement avec un ministère centralisé de manière classique. Elles naviguent dans un écosystème où les milices locales agissent, disons, comme des prestateurs de sécurité pour les champs pétroliers et les terminaux portuaires. Ah, je vois. Donc l'argent achète une forme de stabilité locale. Exactement. L'argent du pétrole circule et achète une paix relative. Mais comme vous le disiez avec votre analogie, cela crée une illusion de stabilité. Parce que le sud du pays, particulièrement autour de la ville de Saba, échappe largement à ce contrôle. Et c'est là que se trouvent les termites, pour reprendre l'image. C'est ça.
C'est devenu un corridor extrêmement permissif. Nos sources et les services de renseignement y observent le transit assez fluide de réseaux terroristes depuis la région du Sahel, près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. On parle ici de groupes très spécifiques, n'est-ce pas? Oui, principalement des groupes liés à l'État islamique et au JNIM. Juste pour la clarté de notre auditoire, le JNM, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est une vaste coalition djihadiste affiliée à Al-Qaïda qui opère principalement en Afrique de l'Ouest. Absolument. Et la faiblesse de la gouvernance locale dans le sud libyen leur offre une base arrière logistique inespérée. Et comment les médias perçoivent-ils cette situation? Eh bien, qu'il s'agisse de médias internationaux comme Al Jazeera ou de la presse locale comme Libya Akbar, tous soulignent ce grand écart permanent. D'un côté, l'optimisme des terminaux pétroliers côtiers, de l'autre, la menace djihadiste du désert profond. Face à cela, on observe que la diplomatie européenne adopte une approche très pragmatique. Voire cynique, diront certains analystes. Par exemple, l'Italie, par l'intermédiaire de son diplomate Mauricio Gredienti, et la Grèce, via son ministre des Affaires étrangères Giorgos Gerapetritis, maintiennent activement des canaux de discussion séparés avec les deux camps. Avec le GNU à l'ouest et la LNA à l'est. Exactement. La doctrine est simple en fait. Il faut sécuriser les intérêts énergétiques et migratoires européens, et ce, peu importe qui détient l'autorité locale sur le moment. D'accord, donc cette fragmentation, ce vide institutionnel prolongé, crée un véritable appel d'air. Ce qui nous amène, je crois, à l'un des aspects les plus singuliers de notre analyse d'aujourd'hui. L'expansion de la guerre navale, oui. Exactement, l'expansion d'une véritable guerre de l'ombre en Méditerranée. Les eaux au large de la Libye sont devenues un théâtre de guerre navale asymétrique. Prenons un fait récent, particulièrement marquant. Le cas du navire russe, j'imagine? Oui, le pétrolier russe Arctic Métagaz. Il transportait du gaz naturel liquéfié et il a été violemment attaqué par des drones navals ukrainiens. Et ça s'est passé près de Malte. Un incident majeur en effet. Le navire, gravement endommagé, a ensuite dérivé pour s'échouer près des côtes libyennes au niveau de Zouara. Et ce n'est pas tout. Parallèlement, on a appris que les forces navales françaises ont intercepté un autre navire. Un navire de la fameuse flotte fantôme russe, c'est bien ça? C'est ça. Ces navires sans assurance claire qui tentent de contourner les sanctions internationales. Mais ce qui est fascinant, et je me tourne vers vous pour l'analyse stratégique, c'est l'implication de l'Ukraine là-dedans. Oui, l'évolution tactique est remarquable. Les rapports d'investigation traités par le système Stylo News indiquent la présence secrète de plus de 200 militaires et techniciens ukrainiens dans l'ouest libyen. Attendez, 200 techniciens militaires ukrainiens opèrent secrètement en Afrique du Nord. Oui, et opérant avec l'accord tacite des autorités de Tripoli, d'ailleurs. Leur mission est claire. Ils transposent l'ingéniosité tactique qu'ils ont développée en mer Noire directement en Méditerranée pour cibler les intérêts et la logistique russe. Mais je dois vous interrompre sur ce point parce que ça semble, disons, défier la logique géopolitique classique. Comment est-ce physiquement et logistiquement réalisable sans alerter la communauté internationale ou sans provoquer la flotte russe? C'est précisément l'avantage du chaos libyen dont nous parlions à l'instant. Dans un pays où opèrent déjà de multiples milices, des sociétés militaires privées, des mercenaires russes et diverses forces spéciales occidentales, un groupe de 200 spécialistes en drones peut se fondre dans le paysage. Ah, je comprends. Il passe inaperçu dans le bruit ambiant. Exactement. Et les autorités de Tripoli, qui cherchent à s'attirer les faveurs de l'Occident, ferment volontiers les yeux. Concrètement, l'Ukraine utilise de petits navires commerciaux tout à fait banals pour lancer des drones maritimes semi-submersibles. C'est une asymétrie redoutable. Terrifiante même, pour les flottes traditionnelles. Imaginez, un drone naval fabriqué avec des composants civils coûte quelques milliers d'euros, mais il peut immobiliser un navire qui en vaut des dizaines de millions et bloquer une route commerciale. C'est un bouleversement complet du paradigme de la sécurité navale, et si l'Ukraine peut transformer la côte libyenne en zone de frappe avec des moyens aussi modestes, cela soulève une question fondamentale. Le flanc sud de l'OTAN ne sous-estime-t-il pas sa propre vulnérabilité? C'est une question très débattue en ce moment. #NATO et #UkraineWar révèlent une anxiété croissante du public à ce sujet. Tout à fait. Beaucoup s'inquiètent de la cohésion de l'Alliance face à ces menaces indirectes et critiquent la dépendance totale de l'Europe au parapluie américain pour sécuriser ses propres eaux. Et cette inquiétude est fondée. Surtout que la Russie n'est pas le seul acteur à observer ses succès tactiques avec intérêt. Vous pensez à qui d'autre? Eh bien, les services de renseignement occidentaux scrutent avec une appréhension palpable l'Iran.
Téhéran dispose d'une industrie de drones très développée. Ah oui, le risque de prolifération? Exactement. Le risque majeur, c'est de voir l'Iran armer divers groupes au Méditerranée orientale ou en mer Rouge avec des essaims de ces drones maritimes peu coûteux. Le trafic commercial mondial s'en trouverait complètement paralysé. Et justement, en parlant de trafic commercial, pendant que l'Europe perçoit la Méditerranée à travers le prisme de cette crise sécuritaire, d'autres puissances mondiales y voient une opportunité. Oui, la nature a horreur du vide, et l'économie aussi. C'est le cas de la Chine, qui avance ses pions de manière très méthodique sur ce grand échiquier. Que disent nos rapports à ce sujet? La doctrine chinoise privilégie toujours le temps long et la fluidité commerciale. Et récemment, Pékin a inauguré un nouveau corridor logistique maritime. Ce corridor relie la ville industrielle de Chengda directement à la Méditerranée. Quel est le trajet exact? Eh bien, il transite par le canal de Suez, pour ensuite s'appuyer massivement sur les ports libyens de Benghazi et de Misrata, en tant que hub de redistribution vers l'Europe et l'Afrique. Mais dans quel but stratégique? La logique des décideurs chinois est purement pragmatique, mathématique même. Ce trajet permet de contourner le détroit d'Ormuz, qui est jugé trop volatile en raison des tensions irano-américaines. Et au passage, cela réduit les temps d'expédition mondiaux d'environ 10 jours. Expliquez-nous le raisonnement de Pékin. Parce que la Chine veut faire passer son nouveau corridor par la Libye, mais nous venons tout juste d'établir que c'est un État fragmenté, infesté de milices et servant de base de lancement pour des attaques de drones. C'est vrai, ça semble paradoxal. En quoi est-ce une route plus sécurisée que le détroit d'Ormuz? C'est là toute la singularité de l'approche diplomatique chinoise. Contrairement aux nations occidentales, qui exigent des garanties institutionnelles claires, la Chine négocie des contrats commerciaux directs avec les seigneurs de la guerre locaux. Directement avec les milices armées. Oui, qu'ils soient à l'est ou à l'ouest. Ils payent les droits de passage et les concessions d'infrastructures. Pour les milices libyennes, les navires marchands chinois représentent une manne financière énorme et surtout régulière. Elles n'ont absolument aucun intérêt à perturber ce flux. C'est une vision froidement transactionnelle de la géopolitique, en effet. La Chine achète sa sécurité. Exactement. Mais au milieu de ces manœuvres humaines, de ces corridors et de ces guerres secrètes, la nature a décidé de rappeler brutalement sa suprématie. Oui, les événements climatiques récents ont été sans précédent. Fin mars et début avril de cette année 2026, la région a été frappée par des phénomènes météorologiques d'une rare violence, bouleversant toutes ses planifications stratégiques. Que s'est-il passé exactement sur le plan météorologique? Les services ont enregistré un événement rare appelé une double cyclogénèse. C'est un mécanisme atmosphérique extrêmement complexe et destructeur. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, la cyclogénèse, c'est quoi? Pour faire simple, c'est le processus de formation d'une dépression ou d'une tempête. Mais dans ce cas précis, deux systèmes dépressionnaires distincts, alimentés par une anomalie de température chaude des eaux méditerranéennes, sont entrés en interaction. Ils ont fusionné? En quelque sorte. En tournant l'un autour de l'autre, ils ont généré des vents de force ouragan et ont agi comme un aspirateur géant au-dessus du continent africain. Et le résultat visuel a été, disons-le, apocalyptique. Cet effet d'aspiration a soulevé des millions de tonnes de sable saharien dans la haute atmosphère. Tout à fait. Lorsque cette poussière s'est mélangée aux précipitations, elle a donné au ciel une couleur rouge sang terrifiante. Un ciel rouge qui a recouvert la Grèce, la Libye, l'Égypte et s'est étendu jusqu'à Antalya en Turquie. Oui, sur les réseaux sociaux, l'ampleur du phénomène a généré une vague de panique, avec des milliers de messages évoquant des craintes de fin du monde. Et simultanément, cette dynamique des températures a provoqué des inondations meurtrières frappant l'agglomération d'Athènes. Pendant ce temps, le centre et le sud de l'Italie ont été paralysés par des chutes de neige totalement hors saison. Il y a une ironie sombre là-dedans. Observer ces flottes militaires et ces puissances débattre de la domination maritime pour être finalement balayées par la mer et le climat. C'est vrai. Et c'est précisément ici que la géopolitique, l'économie et la climatologie convergent pour créer une tragédie humaine absolue. La crise migratoire. Oui, ces eaux tumultueuses, militarisées et frappées par des tempêtes, ce sont les mêmes que tentent de traverser des milliers d'êtres humains vulnérables. Le bilan humain est effroyable. Les données sont accablantes, en effet. Les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, indiquent que pour le seul début de l'année 2026, 683 personnes sont mortes ou portées disparues dans la Méditerranée centrale. C'est l'année la plus meurtrière depuis 2014. Les rapports de terrain que nous avons consultés sont glaçants.
Récemment, 19 corps ont été retrouvés sur un canot pneumatique à la dérive près de l'île de Lampedusa. Les victimes ont succombé à l'hypothermie. Après avoir affronté ces vents violents dont nous parlions. Et dans un autre secteur, on a le cas de cette embarcation en bois surchargée qui a chaviré. Les gardes-côtes ont secouru 32 survivants, mais plus de 70 passagers ont disparu. Et au-delà de ces grandes statistiques, il y a des drames individuels. Le rapport mentionne Mohammad Abrafahim, un jeune migrant bangladais de 20 ans, décédé d'une sévère déshydratation avant l'arrivée des secours. Face à cette urgence, la gestion politique révèle une opposition frontale entre les gouvernements européens et la société civile. Chacun obéit à une logique diamétralement opposée. Si on examine la perspective gouvernementale d'abord, elle est illustrée par l'administration italienne de Giorgia Meloni, qui est largement soutenue par l'Union européenne. Leur impératif, c'est la dissuasion, n'est-ce pas, Sam? Exactement, la dissuasion et la sécurisation des frontières. Leur logique, c'est que seule la certitude de ne pas pouvoir atteindre l'Europe tarira le modèle économique des passeurs. Ce qui a conduit à de nouveaux accords régionaux. Oui, l'Italie a récemment organisé une conférence pour reproduire le modèle de coopération tunisien avec d'autres pays. Concrètement, l'Europe verse des aides financières massives aux pays nord-africains en échange d'un contrôle strict des frontières. Et cette politique de fermeté s'applique également aux navires de sauvetage des ONG, je crois. Absolument. Le gouvernement utilise des décrets pour contraindre les organisations. Récemment, le navire de sauvetage Sea-Watch 5 a été immobilisé par les autorités et a reçu une amende de 10 000 € pour non-respect des directives. Pour les autorités, l'objectif est d'empêcher les ONG d'agir comme un facteur d'attraction. C'est de l'argument officiel, oui. Cependant, la perspective des agences de l'ONU et des ONG, elle propose un diagnostic rigoureusement inverse. Tout à fait. Des organisations comme Sea-Watch, qui vient de sauver 44 migrants sur une plateforme pétrolière abandonnée nommée Didon, ou Mediterranean Saving Humans, accusent ces politiques européennes. Elles affirment que restreindre les opérations de sauvetage ne décourage pas les départs. Non, selon eux, cela force simplement les passeurs à utiliser des routes encore plus mortelles. L'ONU et l'OIM appellent d'ailleurs à l'ouverture de routes sûres. Ce clivage remonte jusqu'aux parlements nationaux. En Allemagne, des parlementaires réclament qu'un programme de sauvetage soit financé directement par l'État européen. Et si l'on regarde l'analyse des sentiments dans la presse, la fracture est évidente. En Allemagne, un journal comme Welt se concentre sur la légalité et critique les actions de Rome contre les ONG. Alors que de l'autre côté du globe, la perspective est très différente. Oui, si l'on prend la presse locale au Bangladesh, comme le journal Jukantor, l'approche géopolitique s'efface totalement devant le deuil. Il se concentre sur l'impact humain dévastateur et réclame la restitution des corps. Le fossé est immense. Face à l'intrication de tous ces dossiers, de la division de la Libye aux tactiques navales asymétriques, en passant par le climat et les impasses humanitaires, quelles sont les trajectoires à anticiper dans les semaines à venir? Nos projections permettent de dégager 3 scénarios principaux. Premièrement, pour la Libye, aucune guerre civile nationale imminente n'est prévue. Le statu quo est trop lucratif. Mais l'instabilité locale et les frictions entre milices vont perdurer. Et concernant le flanc sud de l'OTAN? Le risque reste hybride. Il faudra surveiller de très près toute tentative d'acteurs liés à l'Iran de reproduire les tactiques de drones maritimes ukrainiens en mer Rouge ou en mer Rouge. Et sur le plan de la politique européenne? L'attention se portera sur le forum A Bridge to Africa, qui se tiendra à La Spezia, en Italie. La question sera de savoir si l'UE peut unifier sa politique de sauvetage tout en renforçant son partenariat énergétique. On pense notamment au projet d'interconnecteur EOLMED, n'est-ce pas? Exactement. Ce projet de câble sous-marin entre la Tunisie et l'Italie est crucial pour l'approvisionnement futur de l'Europe. Cela confirme l'immense complexité des situations. Avez-vous une dernière réflexion pour clore cette analyse? Oui. La Méditerranée est aujourd'hui le point de convergence de 4 crises mondiales majeures. Énergétique, militaire, climatique et humanitaire. La question n'est plus seulement de savoir comment gérer ces crises individuellement. Mais plutôt, combien de temps cette zone peut absorber ces chocs simultanés avant qu'une refonte totale du droit maritime et de la sécurité internationale ne s'impose à tous les acteurs. C'est une réflexion ouverte pour l'avenir. une question fondamentale, en effet. Avant de nous quitter, il est utile de rappeler à notre auditoire que l'outil qui a généré ce bulletin, Stylo News, n'est pas réservé aux analystes gouvernementaux. Non, c'est une application mobile et de bureau que le public peut télécharger librement. Absolument. Elle permet de créer des notes de renseignements personnalisées à partir de centaines de sources d'informations traditionnelles et de réseaux comme X.
Nous encourageons chaleureusement ceux qui nous écoutent à s'abonner pour obtenir des actualités à la demande, propulsées par l'IA sur www.stylonews.com. L'information vérifiée est la meilleure boussole aujourd'hui. Tout à fait. Nous remercions cordialement le public de son écoute. Le public est d'ailleurs invité à suggérer des sujets pour de futures analyses approfondies et à suivre Stylo News sur ses réseaux sociaux favoris. Passez une excellente journée.